Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Média TV. On espère que vous êtes bien installés pour 7 heures, une heure entière de discussion et d'échange. Lorsque ça coince au sein du couple, certaines aussi peuvent chercher à en échapper via les réseaux sociaux. Chat à l'eau de rose, messages édulcorés, mots tendres. L'infidélité fait-elle son chemin sur la toile? C'est ce que nous allons détailler ce matin. Et lorsque cela est découvert par le conjoint, la douleur, les sentiments, les émotions sont bien réels. Adultère sur Internet, pas si virtuel que ça. Les détails tout de suite sur Média TV. On y va pour l'échange ce matin avec nos deux spécialistes. Camélia Zakaria, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, c'est un plaisir de vous avoir. Merci à vous. Vous êtes psychologue clinicienne et sexologue, donc vous êtes spécialiste des couples. Et à vos côtés, Athmane Lorabi, bonjour docteur. Bonjour. Merci Yasmine. beaucoup d'être Merci là. à vous. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute. C'est ça. Alors, pour commencer, il faut bien sûr sonder le terrain, sonder la réalité. Nous ne disposons pas de statistiques officielles sur la question, mais du coup, on va aller sur votre pratique, à tous les deux, dans vos cabinets. Est-ce que cette question de l'infidélité et de l'adultère, on va dire, qui passe par les réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous rencontrez régulièrement dans votre pratique? Je commence par vous, docteur Lorabi. C'est quelque chose qui est rencontré extrêmement régulièrement, mais pas dès le début. C'est-à-dire que très peu de gens, de femmes ou d'hommes, vont venir parce qu'ils souffrent du fait d'avoir, par exemple, eu connaissance justement d'un échange de la part de leur conjoint ou de leur conjointe. Mais ce qui se passe le plus souvent, c'est que ça déclenche une crise au niveau du couple qui peut durer des mois, des années. Et c'est souvent beaucoup plus tard que les gens viennent consulter avec principalement des histoires, enfin une plainte autour de ce qui peut être de la communication, de l'irritabilité, de la nervosité dans le couple, quelquefois des ruptures même de communication, c'est-à-dire des couples où on ne se parle plus, où on subsiste malgré tout. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que souvent, c'est bien trop tard, hein, parce que la crise de confiance, si on peut l'appeler comme ça, c'est approfondi, c'est aggravé, et quelquefois c'est irréversible. Donc, moi, c'est ce que je remarque, c'est que il y a justement ce que je vous disais, cette chose-là est fréquemment retrouvée dans les couples, surtout dans les couples où la relation n'est pas très équilibrée. On va passer aux causes dans un petit moment, oui. mais on continue un petit peu à sonder la réalité de votre pratique mutuelle. Camélia Zakaria, des couples qui souffrent de cet adultère virtuel, est-ce que vous connaissez ça souvent, enfin vous rencontrez ça souvent dans votre pratique? Oui, je rejoins ce qu'a dit Dr Lorabi. On a de plus en plus de demandes qui sont très souvent masquées par autre chose, soit des difficultés dans le couple, autour de la communication, soit c'est madame qui vient consulter pour un trouble de la confiance en soi ou pour une dépression, etc. Et une fois qu'on ratisse un peu large et qu'on essaie de débroussailler le terrain, des choses remontent, et à savoir, par exemple, le fait d'avoir connaissance que monsieur ou madame va sur les réseaux sociaux et entretient un autre type de relation, que ce soit type de relation émotionnelle ou charnelle, comme on le verra par la suite. Exact. Donc oui, c'est assez fréquent. Je pense que même la notion d'adultère a pris un nouveau sens, même le fait de tromper a aussi pris un nouveau sens. Et donc nous avons beaucoup de gens qui viennent consulter dans l'optique justement d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, sans forcément demander au conjoint qu'est-ce qui s'est passé. Donc ils viennent essayer de régler d'autres problèmes dans le cabinet, au lieu d'essayer justement de prime abord, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le couple. Mais ce n'est pas forcément les réseaux sociaux qui vont révéler l'infidélité. Les réseaux sociaux vont faciliter peut-être l'accessibilité ou le fait d'aller voir ailleurs en pensant que l'herbe est certainement plus verte ailleurs. Mais en tout cas, des problèmes existent déjà, comme a dit le docteur Lorabi, existent déjà au sein du couple. Et donc, les réseaux sociaux vont venir pour amplifier, dans certains cas, ce genre de problème. Faciliter, exactement. On va arriver à ce point aussi qui est très important, mais vous avez dit un point qui est essentiel à relever quand on parle d'infidélité et d'adultère, c'est qu'il y a l'infidélité charnelle et il y a aussi l'infidélité émotionnelle, les relations émotionnelles. Et donc, l'éternelle question, tromper, c'est quoi? Est-ce que c'est échanger des mots tendres avec une autre personne ou c'est carrément passer
à l'acte, c'est le gros point d'interrogation de beaucoup de couples qui sont dans cette situation. Est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous avez une réponse? Est-ce que... Moi, je peux vous donner une réponse à travers les expériences que j'ai pu avoir avec quelques personnes, mais je pense qu'on est trompé à partir du moment où il y a eu une relation qui a été créée. Et quand je parle de relation, je ne parle pas du côté physique ou autre, mais relation entre deux personnes, on est aussi des êtres pensants. Et la relation passe par des partages répétés. C'est ce qui, conforte le lien et le renforce. Et puis aussi, il ne faut pas oublier autre chose, c'est que quand il y a ces partages, forcément, ça prend du temps sur le temps familial, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie conjugale et aussi sur le rôle parental, donc en tant que père ou en tant que mère. Et donc, bien sûr que à partir du moment où il y a souffrance, et c'est bien pour ça que je vous dis, dès qu'il y a relation, ça induit une souffrance, eh ben, on peut parler de tromperie. À mon sens, il appartient plus à la personne lésée de définir à partir de quel moment elle se sent trompée, parce qu'en fait, ça correspond émotionnellement à une blessure. C'est pas juste une volonté de contrôle ou une fermeture d'esprit, etc. Non, pas du tout, mais c'est une réelle blessure. Et puis, il y a plusieurs papiers, plusieurs études qui ont été publiées, qui ont tendance à démontrer d'ailleurs que c'est réellement un psychotraumatisme, parce que ça remet en question beaucoup de choses qui étaient vues comme pérennes dans notre vie. Et ça met, bien sûr en fonction des personnalités, mais ça met quand même la majorité des personnes en très très grande souffrance. Mais c'est aussi, vous le dites pour la personne lésée, c'est aussi ça, l'éternelle interrogation pour certaines personnes lésées. D'autres savent très bien se positionner, mais pour d'autres, c'est est-ce que je n'en fais pas trop? Ce n'est que virtuel. C'est vrai que j'ai ressenti une certaine blessure, mais j'ai quand même une famille, j'ai quand même des enfants avec lui, ou j'ai quand même une famille avec elle. Alors, est-ce que je n'en fais pas trop? Est-ce que ce n'est pas que virtuel? C'est ça aussi on va dire, la difficulté de cette infidélité-là. Tout à fait. Moi, ce que vous soulignez, Yasmine, c'est quel est notre rapport, de manière générale, au monde virtuel. Je pense qu'il faut prendre conscience de plus en plus que le monde virtuel, ça présente exactement les mêmes dangers, peut-être même les mêmes caractéristiques que le monde réel. Certes, alors ce qui change, c'est que on y va avec un masque, si on veut. On peut faire croire ce qu'on veut à qui on veut. C'est très important parce qu'il faut le voir en miroir. Ça veut dire que n'importe qui peut nous faire croire ce qu'on veut croire, ce qu'on veut bien croire. Et il y a de réels dangers. Si on parle d'infidélité, donc du sujet, par exemple, au fait que ça puisse se savoir et donc faire souffrir le conjoint, la conjointe, etc. Il y a toujours un ricochet. On a, je pense, cette idée fausse d'imaginer qu'il existe une barrière entre le réel et le virtuel. D'où le titre de l'émission, pas si virtuel que ça. Voilà. Absolument pas. Ça déteint sur le réel. Absolument pas. C'est un outil de communication, certes. Ça présente aussi l'avantage ou l'inconvénient de pouvoir multiplier les opportunités de rencontres, parce que, sans parler forcément que de réseaux sociaux... C'est un facilitateur, comme disait Camélia. On trouve ce qu'on cherche plus facilement en termes de rencontres humaines. On rapproche l'adultère plus facilement. On crée la tentation. On crée la tentation plus facilement. Camélia, par rapport justement à se positionner, quand il y a toutes ces autres interrogations qui passent par la tête de ces personnes, est-ce que je n'en fais pas trop? Ce n'est que virtuel. Est-ce que vos patientes, vos patients se posent aussi la question? Est-ce qu'on va dire que c'est plutôt une interrogation féminine ou même les hommes ont cette même démarche que les femmes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, la patientèle, elle est féminine dans ce genre de situation. C'est beaucoup plus les femmes qui consultent parce que justement, elles ont l'impression ou elles sont réellement trompées. En tout cas, c'est elles qui vont venir consulter dans un premier temps ou pousser le conjoint à venir consulter parce qu'il y a une crise de confiance dans le couple. Maintenant, effectivement, quand on prend le mari, par exemple, qui était constamment
connectés. Parce que vous savez, parfois, madame tombe sur un SMS malencontreusement ou un mail qu'elle n'aurait pas dû voir ou un appel téléphonique auquel elle n'aurait pas dû forcément assister. Et là, donc, il y a forcément une certaine crise de confiance. Et donc, quand on prend monsieur en consultation, il nous dit que oui, effectivement, il est sur certaines applications où effectivement, il parle avec d'autres personnes, mais pour lui, à aucun moment, cela ne pollue sa relation avec sa femme et ses enfants. Donc la barrière, elle est nette, elle est distincte. J'ai ma vie à côté, certainement, mais à côté, rien ne m'empêche justement d'aller voir ce qui se passe dans les réseaux sociaux. À côté, nous avons madame. Et pourquoi justement? C'est quoi l'intérêt pour ces réseaux sociaux dans ce sens-là? On ne parle pas bien sûr de sites d'infidélité, on n'est pas en Europe, aux États-Unis, au Canada qui connaissent véritablement une industrie de l'infidélité. Oui. Nous, c'est différent. Mais voilà, qu'est-ce qui a attiré une personne vers ce genre? Très souvent, c'est d'abord une curiosité, pour ne pas dire intellectuelle, qui va virer vers une curiosité sexuelle, de l'ordre du voyeurisme, aller voir ce qui se passe de l'autre côté, voir un peu les profils des gens. Vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, un post, un like, un commentaire, tout cela va mettre en jeu des zones cérébrales qui sont impliquées dans le système de récompense, et c'est extrêmement addictif. C'est ce qui fait qu'on va être constamment dans un comportement compulsif pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Donc, ils sont là pour différentes raisons, soit par rapport à une routine, soit par rapport à un besoin émotionnel. Par exemple, une routine dans le couple, des difficultés aussi dans l'échappatoire, en fait. Très souvent, ou bien pour rebooster sa confiance en soi, voir, comme il a dit Dr Lorabi, si je peux encore plaire, si ma valeur sur le marché féminin est toujours en pleine croissance, ou si justement j'ai d'autres efforts à faire. Donc très souvent, c'est un masque qu'on va porter, et parce que de toutes les manières, c'est extrêmement fantaisiste. Internet, c'est un monde de paillettes, aussi bien les applications que les réseaux sociaux. Et donc, c'est un monde où tout est embelli, tout est enjolivé et tout est désiré. Et donc, par conséquent... Et tout est loin, peut-être. Oui, et tout est loin. Et on se dit que de toutes les manières, je ne fais rien. À partir du moment où je peux fermer l'ordinateur, je mets fin à cette pseudo-relation, qu'elle soit émotionnelle ou charnelle. Alors que non. On va voir que de l'autre côté, justement, nous avons des femmes, très souvent, qui sont en véritable souffrance, qui ont une crise par rapport à elles-mêmes. Elles ne savent pas si elles plaisent toujours à monsieur. Qu'est-ce qui a poussé monsieur, justement, à faire cela? Depuis quand? Avec qui? Est-ce que ça dure dans le temps? Est-ce que, justement, il fait semblant d'être avec moi parce que nous avons des enfants ensemble? Ou est-ce qu'il se voit véritablement dans une vision pérenne avec moi? À quel moment est-ce qu'il va me quitter? Donc il y a beaucoup de questions existentielles qui vont toucher peut-être le couple sans forcément le lui dire. Et à partir du moment où elle ne lui dit pas, ça va se voir dans ses conduites, dans ses comportements. Donc un comportement agressif envers lui, un comportement irritable. C'est ce qui va conforter encore une fois monsieur à se dire, effectivement, je n'ai qu'à aller sur Internet parce que regardez comment elle me traite, regardez comment elle m'accueille. Dès que je rentre, elle a le visage fermé. Donc on est dans un cercle vicieux dans lequel, oui, il y a une souffrance qui va être générée des deux côtés. Maintenant, qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la poule? C'est quelque chose à diagnostiquer avec les couples eux-mêmes. Mais juste pour répondre à votre question, c'est vraiment à la personne lésée, comme il a dit, de définir s'il y a tromperie ou non. C'est à la personne lésée de dire qu'effectivement tel clic ou tel message est considéré par elle comme étant un acte de tromperie, et à partir du moment aussi où on ment consciemment. On me ment consciemment? On ment consciemment pour cacher certaines choses. À partir du moment où vous mentez consciemment par rapport à vos conduites, par rapport à vos comportements, et que vous vous cachez, posez-vous la question... Est-ce que je ne suis pas en train de tromper? Exactement. Aussi, dans les deux sens. Forcément, quand on ment, c'est qu'on a peur de quelque chose. Et si on a peur de quelque chose, c'est qu'on puisse imaginer que ça puisse justement ne pas plaire et induire une réaction agressive. Si vous voulez, les réseaux sociaux, tout ça... Alors, c'est vrai, on parlait vous étiez en train de parler à l'instant des femmes qui se plaignent et qui sont dans l'irritabilité, et l'homme qui se conforte, c'est vrai, dans ce genre de schéma. Ça, c'est le schéma le plus classique qu'on retrouve très, très souvent. Malheureusement, il y a aussi un autre schéma où l'homme ne se cache pas et où il clame le fait que, non, écoute, je le fais, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais là aussi, ça induit une souffrance, parce que même en termes de concordance, en termes de qu'est-ce qu'un couple, manifestement, il y a un gros désaccord entre donc, le conjoint, la conjointe, enfin l'époux et l'épouse, et ça peut induire des situations dramatiques qui vont
durer très 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 longtemps et qui vont finir le plus souvent par, comme on accumule énormément de tensions au sein de ce couple, le plus souvent par une explosion, c'est-à-dire non seulement une séparation, mais très très souvent en de très mauvais termes avec des batailles. Mais ça, c'est pas un peu un profil pathologique, le fait. Je vous pose la question, vous êtes médecin. Oui. Je vous pose la question parce que quand vous dites monsieur le clame haut et fort, le revendique même, en faisant abstraction de tout le ressenti de sa femme, de son épouse, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de sous-jacent? Bien sûr que vous avez raison, il y a probablement quelque chose de sous-jacent, mais ça ne veut pas pour autant dire que n'importe quelle personne qui est dans ce genre de comportement a une personnalité pathologique. C'est aussi extrêmement en lien avec les représentations sociales, qu'on se le dise ou non, parce que ce type de personnes qui vont un petit peu, pardonnez-moi le mot, mais frimer, parce que en plus, souvent, c'est quelque chose qui est objet de discussion avec les amis, avec avec les pères, etc. Donc c'est pour ça que je parlais de représentation sociale. C'est pas forcément qu'une histoire de personnalité pathologique. Je pense que il y a beaucoup de choses à repenser différemment. De la part de qu'est-ce que la virilité, qu'est-ce qu'un homme dans la société, etc. Je pense que c'est beaucoup plus lié à ça. Alors, quand je vous entends parler, développer, expliquer ce phénomène, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, mais ce n'est qu'un simple moyen, ce n'est qu'un simple facilitateur, parce que les causes et les conséquences sont les mêmes, quel que soit, on va dire, le canal de l'infidélité, qui soit direct, une rencontre directe, un échange direct, des mots directs, ou à travers l'appareil, que ce soit un téléphone, une tablette, un ordi, etc. Donc en fait, les réseaux sociaux ne font que rapprocher l'infidélité, la facilité, et créer cette zone grise, en fait, entre soi et l'acte de tromper, peut-être. Camélia. Oui, alors vous l'avez très bien dit, nous avons un écosystème numérique qui a extrêmement évolué. Donc nous sommes de plus en plus connectés. Nous avons des smartphones, tablettes au sein même de notre chambre à coucher. Donc oui, ça rapproche. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux et les différentes applications, à bien des égards, sont quand même positifs parce qu'ils vont rapprocher géographiquement certaines personnes. Et nous avons d'autres moyens de communiquer, d'autres moyens de s'informer et aussi d'autres moyens de se rencontrer. Donc il y a presque 3 milliards de personnes qui sont connectées, dont 2 milliards qui sont quand même actifs. Ce sont les dernières études de l'INSEE sur le sujet. Donc autant d'occasions de pouvoir rencontrer quelqu'un. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces applications ou ces réseaux sociaux n'ont pas inventé l'infidélité. L'infidélité a toujours existé. Maintenant, ils l'ont peut-être perfectionné ou ils ont mieux rodé la pratique de certaines personnes. Exact. Parce que justement, ces applications ou ces réseaux sociaux sont à la fois faciles, accessible et surtout anonyme, et on a toujours l'illusion qu'à n'importe quel moment, nous pouvons tout arrêter. Alors, il y a quand même un petit phénomène d'infidélité, un petit phénomène qui se passe. Je ne vais pas peut-être le qualifier d'infidélité, on va en parler justement. C'est que on a beaucoup parlé des hommes versus femmes, là je vous propose de parler de l'inverse. Vous avez ces femmes qui se sentent délaissées par leur mari, qui ne sont pas forcément infidèles, mais délaissées parce que, bon, les années faisant, les choses, on va dire, se tamisent un petit peu. Et ces femmes vont aller chercher ces mots tendres, ces compliments, cette petite, ces choses que nous, les femmes, nous aimons sur les réseaux sociaux, à savoir un compliment, un petit mot gentil, voilà. Je poste une photo, je sens qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui accroche bien, je vais accepter le compliment sans problème, mais pas le compliment, on va dire, affiché, mais complément via d'autres applications comme Messenger, etc., qui créent aussi une proximité. Donc, certaines femmes vous diront, écoutez, moi, je ne le trompe pas. Pour moi, je ne fais rien de mal. Il ne m'apporte pas émotionnellement ce dont j'ai besoin. Je vais le chercher ailleurs. J'accepte parfaitement le compliment, le petit mot gentil, le petit bonjour du matin. Voilà. Vous en pensez quoi? Alors, ce que j'en pense, ce que vous décrivez, c'est quand même juste une relation entre deux relations sur un réseau social. Ça a l'air d'être
assez superficielle, on n'est pas dans l'échange, dans le C'est partage. émotionnel quand même. Alors, oui, effectivement. Mais ça peut se développer. Il y a quand même un danger. Il y a un danger. Il y a quand même un danger. Et c'est pour ça que, si vous permettez, je veux juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit finalement les dangers d'une infidélité, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, virtuelle. C'est comme une infidélité réelle. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pire. Que c'est plus dangereux parce que, justement, ces choses-là, moi, je pense qu'il faut sortir déjà d'un truc, un vieux fantasme. C'est comme quoi on contrôle notre sentiment amoureux. À partir du moment où on est dans un échange même de bonjour, de compliments, de choses rigolotes, etc., on prend le risque, il faut vraiment le savoir, de petit à petit qu'il y ait un sentiment amoureux qui se développe. C'est pas nous qui le maîtrisons. Là où on maîtrise, c'est de rompre le contact quand on s'en rend compte, histoire de justement ne pas laisser. Mais ce que vous dites, docteur, ça fait peur parce qu'on peut avoir des échanges avec des amis, on peut rigoler, on peut. Bien sûr, mais il faudra aussi. À quel moment ça dérape? Du concept de l'amitié. Là, on est en train de parler d'un échange virtuel avec, a priori, moi, c'est peut-être que je l'ai mal compris, un plus ou moins inconnu ou quelqu'un qu'on a rencontré à peine, etc. Donc, on n'est pas dans le cadre d'une relation avec des amis ou avec. Vous voyez, c'est autre chose. Et le plus souvent, le vrai problème, quand vous donnez ce profil de dame qui en manque de quelque chose, elle a besoin de petits compliments, de petites paroles. C'est le point faible des femmes. C'est un point. C'est classique. C'est un point faible. Il ne faut pas oublier que derrière, on est dans un monde virtuel, comme je le soulignais tout à l'heure, on peut nous faire croire ce qu'on veut. Et malheureusement, si vous voulez, j'ai vu beaucoup d'histoires où il y a eu des histoires un petit peu sentimentales, virtuelles, avec une personne qu'on croyait être X ou Y ou Z. Et puis, il y a eu un retentissement familial, etc., assez intense, etc. Et au final, de toutes les façons, tout le monde perd. Il n'y a rien eu. C'est-à-dire que ce n'était pas une rencontre fortuite qui va peut-être modifier le cours de la vie, et puis on continue notre chemin avec quelqu'un d'autre. Voilà. Non, c'était la destruction pure et dure de la famille, parce qu'il y a des profiteurs, il faut garder ça en tête. Il y a des profiteurs. Avec chantage, etc. Non, alors ça, c'est les cas extrêmes, mais il y a des profiteurs qui ont besoin juste d'avoir leur cours, de savoir que les personnes tiennent à lui, parce que c'est souvent un homme, etc. Et ça met beaucoup les gens, ça met beaucoup ces dames-là, avec ce point faible, comme vous dites, en défaut. Alors, on va marquer une pause dans quelques instants. On va revenir justement en deuxième partie sur les causes qui amènent à tout cela. Mais je vais glisser aussi dans cet exemple, juste avant qu'on arrête, l'état d'esprit de certaines femmes aussi, c'est de se dire, mon conjoint ne me dit pas ça, ne m'apporte pas ça, je me venge en quelque sorte. Il y a un sentiment, en fait, de vouloir faire mal, de vouloir plus faire mal qu'entendre, en fait. Donc, j'en profite sur les réseaux sociaux. Il est rentré le visage fermé alors que je l'ai attendu toute la journée, je lui ai préparé un bon dîner, je voulais qu'on se retrouve et tout ça. Le monsieur arrive complètement fermé, n'adhère pas du tout. Alors très bien, je vais sur les réseaux sociaux et ça me libère. Je vais sur les réseaux sociaux avec quelqu'un, en échange émotionnel avec quelqu'un. Qu'est-ce qui nous fait arriver à tout ça? On va répondre à cela juste après une courte pause. Ça vous va? On y va? Parfait. Allez, on reste ensemble sur Média TV et on revient. Si vous venez de nous rejoindre sur Média TV, bienvenue à vous. Nous continuons cette discussion sur l'infidélité sur les réseaux sociaux, pas si virtuelle que cela, avec nos spécialistes. Et puis je vous rappelle que nous avons une interview santé à la fin de notre émission d'aujourd'hui sur le rôle du médecin interniste. Et pour cela, je recevrai pour vous le docteur Mohamed Maskani. Allez, je retrouve mes invités. Camélia Zakaria, psychologue, sexologue, et Atma Lorabi, psychiatre, psychothérapeute. Merci beaucoup d'être là. On reprend sur... donc, on a véritablement essayé de développer différents cas de figure. Mais là, ça serait quand même bien de nous intéresser aux causes. Parce que, vous l'avez dit, l'infidélité sur les réseaux sociaux, ou plutôt les réseaux sociaux sont des facilitateurs de l'infidélité. Mais les causes sont externes, bien sûr, à la toile. Les causes, elles sont bien réelles. Elles sont entre ces deux personnes, sur le fonctionnement de leur foyer et de leur couple surtout. Camélia Zakaria, vous êtes psychologue et sexologue. Qu'est-ce qui pousse les gens vers ça? Vers les réseaux sociaux, très, très souvent, c'est, comme on l'a dit au début, un échappatoire d'une certaine routine.
On peut retrouver aussi une certaine crise de la quarantaine. On est toujours dans l'échappatoire de la routine, vouloir rebooster justement sa confiance. Et aussi, de l'autre côté, madame qui va peut-être aller chercher ce qu'on appelle une intimité émotionnelle avec quelqu'un d'autre parce que justement, elle en manque de l'autre côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ces causes-là, la personne qui est connectée ou qui est constamment connectée ou qui se cache pour se connecter, elle se désinvestit petit à petit du couple. Et en se désinvestissant du couple, elle en dépossède l'autre personne aussi, qu'à un certain moment, ça va créer un certain manque, un besoin, et donc l'autre personne sera peut-être, en certains cas, être amenée, elle aussi, à aller chercher justement ce besoin ailleurs. Et donc, si l'infidélité, elle a pris un nouveau tournant avec les réseaux sociaux, mais la douleur ou la frustration due à la tromperie reste toujours la même. On va se retrouver justement avec la même colère, avec beaucoup de peine, avec beaucoup de frustration chez la personne qui est lésée. Et très souvent, on accuse le coup dans une certaine incompréhension, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Et aussi, on va essayer de rechercher des causalités qui sont d'abord externes. C'est ce qu'on remarque souvent dans nos cabinets, des causalités externes, à savoir madame qui va se demander ce qui se passe au sein de son couple, pourquoi est-ce que monsieur va aller chercher ailleurs, même si c'est au sein d'un clic, au sein d'un smartphone, et aussi des causalités internes, à savoir mais qu'est-ce que j'ai, est-ce que je ne suis plus aussi belle et fraîche que je n'étais avant. Et donc la personne qui va être là, connectée, au fur et à mesure, elle va désinvestir son couple, qu'on le veuille ou non, et créer une certaine distance et déposséder son conjoint ou sa conjointe d'une certaine confiance et d'une certaine sécurité acquise dans un premier temps. Il ne faut pas oublier que les smartphones ou Internet ou tout ce temps-là que l'on passe sur nos smartphones, à la base, ce sont des voleurs de temps, des voleurs aussi d'intimité. Et lorsqu'on dépossède une personne de notre temps, d'une certaine intimité, elle sera forcément, elle aussi, pour ne pas être généraliste, certainement forcée, amenée à aller chercher ce même besoin qu'elle voudra combler ailleurs, dans d'autres réseaux sociaux également, etc. Donc on va se retrouver dans un même schéma de fonctionnement où madame, elle aussi, parce que par grosse difficulté émotionnelle, elle va partir quand même chercher sur Messenger ou sur Internet, qui va répondre quand même à deux éléments essentiels psychologiques que nous avons tous, un besoin d'être narcissisé et un besoin de sécurité. Un besoin d'être narcissisé parce que tout simplement sur Internet, c'est toujours beau et tentant et tout le monde est super intéressant. Et donc, je suis narcissisée parce qu'on me fait de super bons compliments par rapport à ce que j'ai posté, ce que j'ai cuisiné, ce que j'ai mis en photo, etc. Et en même temps, ça répond à un besoin de sécurité, de savoir que je peux toujours plaire à une certaine communauté, que j'ai toujours l'approbation d'une certaine communauté et ça me confère à moi aussi une certaine valeur. Donc très souvent, on se retrouve avec des femmes qui n'ont pas forcément ce narcissisme au sein de leur couple, monsieur qui ne fait plus autant de compliments qu'il le faisait avant, et à côté de ça, un sentiment de sécurité qui est brouillé parce qu'elle est tombée, comme on l'a dit, sur un SMS, sur un mail ou sur une discussion qu'elle n'aurait peut-être pas dû voir. Mais si on devait rentrer sur ce qui fait que tout cela se crée, toute cette brèche-là s'installe, c'est beaucoup plus profond, c'est une intimité, c'est très très profond, c'est multifactoriel parce que ça dépend déjà de comment s'est constitué ce couple. Il ne faut pas oublier ça, parce que ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est que voilà, ce qui rend ça pas possible, mais ce qui rend ça encore plus probable, c'est la souffrance dans le couple. Et la souffrance dans le couple, elle a plusieurs dimensions. C'est d'abord comment se sont rencontrées ces deux personnes, comment est-ce qu'elles sont devenues mari et femme, qu'en est-il de leur histoire conjugale, les enfants, etc., les rôles. C'est tellement compliqué. Mais à partir du moment où il y a une souffrance dans le couple, on est dans une espèce de spirale, une espèce d'engrenage qui se met en route, où il y a inexorablement de la distance. Et ce que créent les moyens de communication, notamment les réseaux sociaux, c'est l'opportunité. Et donc, c'est la voie facile vers, j'allais dire, se rassurer par rapport à ce qu'on peut avoir comme question existentielle, comme concernant le couple, concernant nous-mêmes, concernant notre conjoint, concernant nos choix de vie. Ce sont des vraies crises, mais il y a l'opportunité qui est souvent dans notre poche ou dans notre sac à main. Et c'est cet accès rapide à cette opportunité qui peut-être fait qu'on a l'impression que ça a augmenté le phénomène d'infidélité, mais
je pense que c'est juste le reflet C'est du ça. malaise dans les couples. Les causes ont toujours été les mêmes, Oui, en fait. tout à fait. Et Ce sont les causes de malaise dans le couple. couple, exactement. Alors, est-ce qu'on peut apporter une prise en charge pour ça? Est-ce que c'est possible d'abord d'enlever le canal? Parce que c'est à plusieurs niveaux là. C'est bien sûr au niveau du couple, mais rétablir la confiance aussi. Qu'est-ce que vous demandez à ces couples lorsqu'ils viennent vous voir? Vous arrêtez les réseaux sociaux, vous vous déconnectez un moment, c'est une forme de désintox pendant une période? Comment ça fonctionne? On peut être amené à demander cela, surtout si on a certains troubles au niveau de la personnalité qui vont impacter d'autres sphères, à savoir la sphère privée, le couple, les enfants, mais peut-être parfois même la sphère professionnelle où on a d'autres rencontres qu'on fait au sein de notre milieu professionnel. Oui, on peut demander un certain sevrage numérique, mais toujours en accord avec les personnes. Mais avant cela, il y a des choses beaucoup plus profondes justement à démystifier. Très souvent, c'est déjà essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est la première étape. Comme disait Churchill, ceux qui échouent à comprendre l'histoire se condamnent à la répéter. Donc essayez déjà de comprendre ce qui s'est passé pour sortir de ce schéma de répétition. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de ce couple? Quelle est la responsabilité de tout un chacun? Est-ce qu'il y a des négligences mutuelles, des désillusions, des déceptions qui ont fait que nous en sommes arrivés là? Donc essayez de démystifier, si possible déjà au sein du couple, sinon faire appel à un thérapeute, justement, qui peut être ce médiateur pour remettre ce lien, justement, qui a été brisé. Et aussi, essayer de réinvestir le couple autrement. Et pour cela, c'est peut-être que très souvent, on commence d'abord par un travail personnel sur la personne qui a été complètement détruite par rapport à cette découverte, et ensuite travailler sur le couple. Mais plusieurs techniques existent, à savoir, comme je viens de vous le dire, restaurer d'abord le dialogue et capitaliser sur les différents garde-fous. Très souvent, les femmes me disent, de toutes les manières, je vais prendre mes clics et mes claques et partir. Elles ne le font pas forcément. D'accord? Donc déjà être en phase avec soi par rapport à ce qu'on veut. C'est la colère qui parle à ce moment-là? Tout à fait, c'est la colère qui parle. L'amour-propre, l'ego? Oui, l'orgueil, l'amour-propre. En même temps, toute l'idée que je me suis faite du mariage, vous savez, on pense que c'est un long chemin ou un fleuve tranquille, mais le mariage, c'est quand même un marathon. Donc parfois, on a des pauses d'étapes, parfois on a des crises qui ressortent, parfois on a des blessures. Et donc, le but, c'est pas seulement de colmater les différentes blessures qu'on peut avoir ou les différentes brèches, mais d'essayer de comprendre et d'y aller en profondeur, prendre du temps pour soi pour essayer de comprendre si, encore une fois, si les deux sont dans une démarche où ils veulent s'en sortir. Parce qu'encore une fois, il faut que les deux désirent s'en sortir. C'est une question de choix, comme vous, les spécialistes, vous dites toujours. C'est très important, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de couples qui ne consultent pas et qui gèrent la crise en interne, entre guillemets, et qui, en fait, qui correspondent plutôt à l'accident de parcours, où on va se laisser enivrer par une relation, puis on va se retrouver un peu pris dans un piège. Là, heureusement qu'il y a beaucoup de couples qui arrivent à en reparler, à restaurer un certain degré de confiance, et même par rapport au fait de supprimer des comptes, etc. Il y a beaucoup de gens qui le font spontanément une fois qu'il y a eu donc, ça réveille un petit peu le couple, mais pour toujours répondre à la problématique de la prise en charge, mais ça dépend de chaque couple, réellement, de chaque couple, de chaque personne, en fonction de qui a commis l'impair. Est-ce que c'est l'homme, est-ce que c'est la femme? Il y a souvent deux typologies différentes, etc. Et puis, le plus important, c'est, comme l'a dit ma collègue, c'est que les deux aient envie réellement d'avancer et non pas qu'il y ait de la résistance avec du sabotage, etc. À ce moment-là, c'est vrai que c'est peut-être un peu choquant ce que je vais dire, mais considérez ça comme une opportunité de renaissance de ce couple, de remettre les choses sur les rails? Ça, vous venez de résumer toute l'histoire avec un grand H. Toutes les crises nous permettent de nous grandir et d'avancer. Si on peut les éviter d'emblée, tant mieux. Bien sûr, mais dedans, ce qui est important, voilà, c'est effectivement de ne pas répéter les choses, d'apprendre et surtout d'apprendre à mieux se connaître et apprendre aussi à mieux gérer l'outil informatique dans le sens outil réseau social. Faire attention aux prédateurs aussi. Ah oui, il faut être extrêmement méfiant. Je le dis, je le répète, on a souvent tendance à aller parler avec n'importe qui. Il faut vraiment se rendre compte que c'est aussi dangereux qu'un boulevard au milieu de la nuit, quoi. C'est la même chose. Et faire la part des choses entre ce qui va mal dans mon couple, mes besoins émotionnels, et ne pas chercher à les combler
de n'importe quel moyen. Aussi, ne pas rentrer dans d'autres types de comportements, à savoir fuiner, persécuter l'autre, parce que justement, on l'a trouvé une encartade ou parce une boulette, et donc on va être constamment dans un comportement de persécution. Oui, mais vous savez, c'est tout le chemin justement thérapeutique, d'essayer non seulement de rétablir la confiance avec l'autre, mais aussi d'apprendre à pardonner. Et apprendre à pardonner, ça ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé, ni tourner la page, mais juste essayer au fur et à mesure d'abandonner ce sentiment de colère envers l'autre, si et seulement si on a encore des garde-fous qui sont là, à savoir les enfants, la famille, des intérêts en commun, l'envie de faire encore un bout de chemin ensemble, et de se dire, ben voilà, au fur et à mesure, parce que monsieur ou madame font des efforts pour moi, mais je vais accepter, mais vraiment ça part d'une démarche personnelle, accepter d'abandonner ma colère au fur et à mesure et me dire que la tentation, elle est partout, même au sein de chez vous. Mais le gros problème dans tout ça, c'est quand l'ego prend le dessus. Oui. C'est ça, en fait, qui... Peut-être, hein, moi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ça qui fait remonter cette colère, comme on dirait en Darija al-Kshkousha. C'est ça. Mais en fait, pour moi, c'est juste le baromètre de la profondeur de la blessure. Hein, et ce n'est pas forcément la blessure qui est en lien avec l'événement qu'on va découvrir, mais c'est la blessure qui est en lien avec tous les événements qui ont jalonné la vie conjugale et qui nous ont déplu et sur lesquels on ne s'est pas forcément exprimé. Et ça arrive très, très souvent. Je traduis le mot pour nos téléspectateurs partout dans le monde, ceux qui ne sont pas... ceux qui ne comprennent pas la darija marocaine, le dialecte marocain, c'est la mousse, voilà. La mousse. Et en même temps, cette crise, vous en avez parlé tout à l'heure, la crise, ça va être soit une épreuve pour le couple ou un tremplin. Et à partir du moment où il y a une crise, soit elle va être déchargée en externe, à savoir l'ego va prendre le dessus, on va divorcer, prendre ses clics et ses claques, placer peut-être les enfants chez les grands-parents ou trouver d'autres solutions de façade, ou bien être géré en interne, à savoir, et là on va somatiser. Donc on se retrouve avec plusieurs demandes aussi dans nos cabinets où les patientes souffrent de dépression ou ont d'autres troubles somatoformes, des attaques de panique, difficultés à s'endormir, perte de l'élan vital, ne pas avoir envie de réinvestir la sexualité. Et même ça, c'est assez compliqué quand on a trouvé voilà, justement des messages compromettants ou des messages d'infidélité. On n'a pas forcément envie de donner son corps, surtout pour les femmes, corps et âme. Et là encore, cercle vicieux. Exactement, cercle vicieux. Donc essayer de repérer les différents dysfonctionnements en se disant qu'il n'y a véritablement pas de recette miracle ou magique pour que ça aille mieux, mais juste communiquer et être dans la cohérence. Parfait. Je pense qu'on a bien fait notre tour de la question. C'est vrai qu'en sortir, pardonner l'infidélité, tout ça, c'est très, très important, mais on l'a évoqué dans une autre émission. Et j'invite les téléspectateurs à la retrouver sur notre site mediantv.com. Mais ce n'est jamais assez d'en parler, ce n'est jamais assez d'apporter les différents points de vue des différents spécialistes que vous êtes et de vos approches et de vos pratiques au quotidien dans vos cabinets respectifs. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir d'échanger avec vous, Camélia Zakaria, psychologue, sexologue, et Atma Orabi, psychiatre, psychothérapeute. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour notre interview santé. À tout de suite. Ce que je vous propose aujourd'hui pour notre interview santé, ce n'est pas de parler d'une maladie ou d'une pathologie, mais de parler d'une spécialité. On va parler aujourd'hui de la médecine interne, des médecins internistes, le rôle dans la chaîne de soins et surtout dans la chaîne de diagnostic. Et celui qui a accepté justement de nous répondre, c'est le docteur Mohamed Maskani. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Vous venez de Fès. Tout à fait. C'est ça. Vous êtes médecin interniste à Fès. Et en fait, docteur, d'abord, on fait une différence entre votre spécialité, qui est une spécialité à part entière de médecine, et quand on entend parler d'étudiants, des internes, c'est différent. Les internes sont des étudiants qui sont encore au 3e cycle de leur formation médicale. Et les internistes? Les internistes, c'est des spécialistes qui ont déjà eu leur doctorat, qui ont fait leur spécialité. C'est un cursus qui dure au moins 5 ans dans leur formation, avec un clinica en moyenne 7 ans après les études de médecine générale. D'accord, parfait. Alors, quand on n'entend pas beaucoup parler de cette spécialité, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle avec vous aujourd'hui. D'abord, est-ce que vous êtes nombreux sur le territoire marocain, par exemple? Si on devait donner l'exemple du Maroc, est-ce qu'il y a beaucoup de médecins internes, d'internistes? Je n'ai pas de statistiques exactes, mais la Société marocaine de médecine interne a essayé de
de faire des statistiques et de réunir tous les internistes du territoire marocain. Ils sont environ entre 200 et 220 internistes dans le territoire marocain, tous secteurs confondus. D'accord. Donc vous estimez que c'est suffisant pour une spécialité ? Non. Non. Pourquoi, docteur ? Dites non. Parce on reviendra tout à l'heure sur la spécificité de cette spécialité encore méconnue. Donc je tiens avant tout à vous remercier de m'avoir invité et de mettre un petit peu, éclaircir le public sur cette spécialité encore méconnue du grand public, et qu'il faudrait que les gens sachent un petit peu quels sont nos champs de compétences. Absolument. Pourquoi j'ai voulu qu'on fasse cette émission avec vous ? C'est parce que mon ressenti à moi, lorsqu'on évoque l'interniste, c'est que les autres spécialistes ont besoin soit de conforter un diagnostic, soit de pousser les investigations. L'interniste, on va dire, c'est celui qui va aller forer encore plus, à travers notamment des analyses, des mesures, des examens, pour sortir un diagnostic qui jusque-là n'a pas véritablement été établi. Est-ce que c'est un peu c'est ce que vous êtes ? Oui, vous avez raison. C'est bien ça. C'est vrai, c'est l'interniste, on a recours au médecin interniste, soit en deuxième ou en troisième recours. C'est un malade qui va chez soit le médecin généraliste, soit dans les hôpitaux, ils sont vus par les urgentistes. Et donc, son point focal, c'est-à-dire s'ils ne relèvent d'aucune spécialité, là, ils sont référés dans un service de médecine interne, soit en troisième recours, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un malade qui passait soit aux urgences, soit par le médecin généraliste. Il a été vu par un spécialiste d'organes et on n'arrive pas à asseoir un diagnostic exact. Là, le rôle de l'interniste, là, il a un rôle prépondérant parce que sa façon c'est-à-dire de faire et de hiérarchiser les examens complémentaires et mener un diagnostic ou une attitude, plutôt qu'un diagnostic. Parfois, on n'arrive pas à faire un diagnostic dans l'immédiat. Peut-être que ça viendra avec le temps. D'accord. Alors justement, docteur Maskani, pourquoi les autres spécialités, par exemple, n'arrivent pas à poser le diagnostic ? Et pourquoi votre spécialité, on va dire, est importante et complémentaire dans certains cas ? Est-ce que, celle-là je la poserai après, est-ce que quand on arrive chez vous, en général, est-ce que c'est grave, mais celle-là on la laissera pour après. Voilà. Pourquoi on a besoin de faire appel à votre spécialité ? Si par exemple moi je suis déjà un spécialiste, je fais mes investigations, mais je n'arrive pas à trouver, à poser le diagnostic. Pourquoi j'ai besoin du médecin interniste, du confrère interniste ? C'est une question très pertinente parce que l'interniste, de la part de leur formation, ils ont une vision globale du malade et de sa maladie. Donc ils ont plutôt une vision transversale, c'est-à-dire une vision d'ensemble sur la maladie, et c'est des diagnosticiens nés. Donc je reprends un petit peu les paroles de mon maître, c'est-à-dire le professeur Jean-Louis Dupont, qui définit l'interniste comme c'est le spécialiste du diagnostic. D'accord. Quand vous parlez de vision transversale, c'est différent du médecin généraliste ? C'est différent du médecin généraliste et du médecin spécialiste d'organes ou d'appareils. En quoi, justement ? Parce que, c'est-à-dire les outils, c'est-à-dire les internistes sont outillés par leur formation. Okay. C'est-à-dire déjà, c'est une formation pratiquement polyvalente. Donc, ce sont des médecins qui vont avoir une formation. Il y a une phrase, je pense que les internistes se retrouveront dans la phrase du propos de Blaise Pascal qui dit on ne peut être universel et savoir tout ce qui peut se savoir. Il faut savoir un peu de tout. Il est plus beau de savoir une chose de tout que savoir tout d'une chose. Ok, ça c'est un peu compliqué. Vous, les internistes, vous comprenez autour de cette phrase ? Cette phrase, c'est vraiment ça. Mais c'est différent du médecin généraliste, parce que le médecin généraliste, c'est un peu de tout aussi. Oui, mais c'est pas la même approche. C'est pas la même approche, d'accord. Vous vous basez beaucoup sur les analyses ? Oui, tout à fait. Pour les différentes personnes que j'ai rencontrées qui ont été chez un médecin interniste, on m'a dit, ils demandent des analyses, des mesures dont on n'a jamais entendu parler. Des choses assez particulières que vous demandez. Toute maladie ou pathologie, c'est un puzzle, en fin de compte. Il y a une présentation clinique, il y a
un examen clinique lorsqu'on examine notre malade, on a des orientations. Et sur la base de la clinique, on demande des examens, soit habituels, qui sont demandés ou qui sont faits par nos confrères ou nos collègues généralistes ou spécialistes. Et ces malades arrivent avec cet ensemble d'examens. Pour affiner un diagnostic, il faut des examens inhabituels. C'est de l'exploration immunologique, l'exploration de l'inflammation en faisant les détails de l'inflammation, ou bien d'autres examens morphologiques en profitant des progrès de la technologie médicale. D'accord, très bien. Et donc, à partir de là, vous collectez ces informations et vous croisez ces informations avec celles demandées par les confrères pour poser un diagnostic, pour orienter vers une cause ou vers une pathologie. Tout à fait, parce que ça nous permet au moins, c'est-à-dire d'être soit approcher un diagnostic, soit approcher une attitude thérapeutique, ou bien au moins qu'on soit dans une logique, plutôt dans une logique de prise en charge du malade, c'est-à-dire une logique, et optimiser les examens et les thérapeutiques qui vont être mis en route. Est-ce que, quand on arrive chez vous, quand on nous envoie chez vous, c'est que forcément c'est grave? Pas obligatoirement, parce qu'on a des maladies qui ne sont pas graves, C'est l'exemple des maladies inflammatoires qui commencent soit par des formes inhabituelles de ces maladies, soit les présentations atypiques, soit c'est une présentation où les malades ils ont une clinique très pauvre, c'est-à-dire les présentations cliniques est pauvre, soit trop riche. Et là, les médecins sont noyés dans ce magma de manifestations cliniques. C'est l'interniste qui a l'art, c'est-à-dire d'essayer de mettre chaque symptôme et relier chaque symptôme à une biologie et essayer de faire un petit peu on va dire le tri. Mais souvent, ça peut être lourd. C'est-à-dire, je peux vous dire que on prend des maladies simples, des maladies lourdes et des maladies graves. C'est une spécialité. C'est-à-dire où il y a le spécialiste en médecine interne. C'est un médecin qui peut tout diagnostiquer. Qui peut tout prendre en charge. Et justement, vous diagnostiquez tout, vous pouvez tout prendre en charge, quelle que soit la pathologie? Oui, bien sûr, parce que c'est visible d'ailleurs, parce qu'on a un accès aux examens complémentaires qui sont disponibles chez nous. On les utilise à bon escient, mais parfois on n'arrive pas à faire un diagnostic dans les 3, dans les 6 mois. On est très persévérant, c'est-à-dire on ne s'arrête jamais, même si on n'a pas de diagnostic. On arrive en 3e recours ou en 2e recours, on est souvent amené à faire plusieurs investigations et répéter les examens complémentaires pour essayer d'asseoir un diagnostic exact. Alors, avec cette vision transversale que vous avez, vous, les spécialistes de la médecine interne, est-ce qu'il est possible de venir chez vous d'emblée, c'est-à-dire ne pas passer par un autre confrère avant et de taper directement à la porte de l'interniste? Est-ce que vous prenez les patients directement? Oui, on pourrait les prendre. Ça, c'est un choix aussi et c'est faisable. Parce que normalement, l'activité de médecine interne est une activité essentiellement hospitalière dans les hôpitaux publics, privés et les cliniques. Et les internistes peuvent aussi faire de la consultation, être des consultants. Donc, on peut venir chez nous. Mais on peut venir chez vous directement sans passer par un autre médecin, un rhumatologue, un gastro, un cardio, venir directement chez le médecin, chez l'interniste? Bien sûr, mais là, comme il y a une coopération, c'est-à-dire si on a besoin d'un collègue, c'est-à-dire spécialiste d'organes, on a besoin d'une exploration cardiologique, ophtalmologique. À ce moment-là, c'est vous qui orientez. On va orienter, donc on essaye d'optimiser un petit peu les examens complémentaires. OK. Alors, dernière question, celle que je vous ai posée tout à l'heure. Vous avez dit vous êtes en moyenne 200 médecins internistes sur le territoire marocain. Est-ce que c'est suffisant? Vous dites non. Pourquoi ce n'est pas suffisant, docteur Meskani? C'est une spécialité qui n'est pas très répandue, vous m'avez dit, mais je pense qu'elle n'est pas très connue. C'est ça. C'est-à-dire, il y avait une enquête qui était faite aux États-Unis qui montrait, chez la population générale, il y avait un tiers qui ne connaissait pas qu'est-ce que ça veut dire la médecine interne, un tiers connaissait la médecine interne, l'autre tiers confondait avec c'est-à-dire tout ce qui n'est pas extérieur, c'est-à-dire
ce que ne font pas c'est-à-dire les dermatologues, le font les internistes. C'est ça, exactement. Même la traduction en arabe prête à confusion. Tout à fait. C'est ça, Teb El Bateni. Merci beaucoup, Dr Mohamed Maskani. Vous êtes médecin interniste à Fès. Merci de nous avoir un petit peu décrypté votre spécialité et ce qu'elle peut apporter aux patients. Vous êtes, comme vous dites, on va dire des détectives des maladies. Tout à fait. C'est bien ça. Merci docteur. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci. À très vite sur Média TV. Merci à toute l'équipe et au revoir. À bientôt.